Merci infiniment d'avoir accepté de venir dans Mage. Je suis très heureuse de te recevoir et on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le TDAH ? On va avoir besoin d'un peu de temps, je pense, pour aller dans le vif. Alors, c'est quoi le TDAH, Catherine ? Alors, à la base, TDAH, c'est trouble, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est déjà là où, en fait, il y a une confusion des genres parce qu'on pense que le TDAH, c'est soit un trouble de l'attention, soit finalement de l'hyperactivité. Déjà, le H, c'est avec ou sans hyperactivité. Et le problème de ce mot trouble, déficit de l'attention, c'est qu'on a l'impression que c'est que quelqu'un ne sait pas forcément se concentrer. Et c'est là où il y a finalement une confusion des genres parce qu'il y a plein de personnes qui se disent « mais moi, c'est pas que je ne sais pas me concentrer, je sais être hyper focus à certains moments et à d'autres, pas du tout. » Et donc, c'est pour ça que cette thématique, il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui en France pour aller la définir correctement et expliquer que ce n'est pas juste un problème d'attention ou d'hyperactivité. Pour faire court, le TDAH, ça va s'exprimer dans 3 dimensions, soit l'inattention, soit l'hyperactivité, comme je le disais, soit l'impulsivité. Et en fait, on va pas forcément avoir les 3, on va pouvoir avoir quelque chose de plus mixte, quelque chose de plus inattentif, quelque chose de plus hyperactif. Mais finalement, en fait, on va pas forcément avoir les 3 et on va pas forcément d'ailleurs avoir ce mot d'hyperactivité qui va avec. Mais finalement, quand on t'écoute et quand on entend tout autour du TDAH, on se dit, mais tout le monde se dit, mais moi, je fais des fautes d'inattention, moi aussi, des fois, je suis un peu dans la lune. On peut tous un peu se retrouver dans le TDAH. Qu'est-ce qui définit finalement le côté trouble et qu'il différencierait du côté, ça fait partie de sa personnalité, etc. Alors, il y a déjà, ce qu'il définit, c'est le fait d'avoir un diagnostic, parce que c'est un diagnostic médical. En gros, seulement un médecin va pouvoir aller poser un diagnostic, donc psychiatre, neurologue. C'est quelque chose de très normé avec une liste de symptômes. Ce qui va différencier entre, pour comprendre la chose, ce qui va différencier le fait d'être un peu inattentif, d'être un peu impulsif, d'avoir un peu d'hyperactivité, ça va être à quel point ça va s'interférer avec ta vie sociale. Dans la mesure où, effectivement, on a tous des problèmes d'attention, comme on peut dire, le fait qu'il y ait des notifications qui arrivent, on est tous soumis à une hyper-connexion qui fait qu'on va aller avoir envie, tu sais, d'aller sur notre téléphone, d'aller regarder, d'aller scroller, mais en l'occurrence, ça va pas aller interférer forcément avec notre vie sociale et ça va pas nous mettre en zone de douleur. Moi, par exemple, j'ai un TDAH, forcément c'est pour ça que j'en parle, mais je n'ai jamais mes notifications qui viennent interférer parce que mes notifications, elles sont toujours coupées. L'inattention, comme on la voit, c'est le fait, je donne toujours cet exemple, je vais dans ma douche, quand je vais dans ma douche, je fais mon shampoing, je pense à quelque chose qui pour moi est une fulgurance où je me dis « Ah, c'est hyper intéressant, je veux faire ça », j'oublie de me rincer les cheveux. L'inattention, en fait, elle est dans ces petits détails-là qui, derrière, viennent te créer quelque chose qui va être de la culpabilité, un déficit aussi d'estime de soi. Et on a tous de l'inattention, mais on va tous faire pipi. Si on y va 50 fois par jour, ça va pas être la même chose. On procrastine tous, mais si on se met toujours dans des zones de douleur, toi, moi, on se connaît des nuits blanches, alors que ça fait X bouquins qu'on est en train de faire, on finit toujours sur la nuit blanche. Alors on peut se dire, c'est mignon, moi aussi, je procrastine quand j'ai des projets. La question, c'est la zone de douleur que tu vas te créer, la zone de culpabilité, et à quel point tu vas être en souffrance, en fait. C'est ça. Tu viens de parler de procrastination, tu l'as utilisé 2 fois le mot. Est-ce que tu peux nous le définir vite fait pour qu'on comprenne bien ? Ouais. Alors la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard quelque chose qu'on va savoir devoir faire. C'est-à-dire que souvent, moi je faisais partie de ces élèves-là, j'apprenais mon cours le matin entre 5h et 7h, alors que j'avais eu 2 mois pour aller apprendre. Alors on peut se dire, c'est une personnalité qui est comme ça. Moi je me suis toujours dit, avec beaucoup d'ironie, c'est au pied du mur que je vois le mieux le mur. C'est au pied du mur que je suis le plus efficace. Parce que finalement, ça me fait monter ma zone de urgence et tout d'un coup, je suis efficace dans l'urgence. Donc, on va reporter et c'est à ne pas confondre in fine avec la paresse. Parce que souvent, on peut se dire, attends, elle est paresseuse, elle travaille pas. La différence entre la paresse et la procrastination, c'est que la procrastination, on sait très bien qu'on va faire la tâche au bout d'un moment. Et on culpabilise de ne pas bosser. La paresse, c'est un peu rien à faire, je fous rien, ça me va bien de rester à zoner. En fait, la procrastination, tu as une zone de culpabilité. Et c'est ça aussi que je pense que les gens ne comprennent pas. C'est la zone de souffrance dans laquelle un TDAH
peut nous apporter avant d'oser passer le pas du diagnostic, parce que on se croit souvent, quand on en avait parlé au démarrage, on se dit mais on a tout ça en fait, et on se croit un peu comme dans ce qu'on appelle l'effet Barnum. On a l'impression c'est comme l'horoscope. Je veux dire, tu lis ton horoscope, à 90% des chances tu t'y retrouves. J'aime être avec des gens, mais j'ai besoin de solitude, tu vois. Tout le monde se retrouve là-dedans. Exactement. Et quand tu lis les symptômes, moi je me dis mais on a tous un TDAH, tu vois. Jusqu'à ce que je me dise en même temps, quand je compare avec certains potes, pas avec toi, mais avec d'autres. Je me rendais bien compte qu'eux, ils étaient capables d'anticiper des vacances, de ne pas faire les choses au dernier moment, parce que la procrastination, quand je dis que ça emmène dans des zones de douleur, c'est, moi je donne des conférences dans la vie, ne pas prendre mon billet de train, alors que ma conférence, elle est depuis 2 mois, risquer de ne pas avoir de billet de train, donc devoir galérer parce qu'il n'y a plus de place dans le train. Et en gros, la rationalité vient de dire, meuf, prends ton billet de train en avance. Et puis les autres vont se dire, c'est parce qu'elle a de l'argent, parce que ceci, etc. Non, c'est juste parce qu'il y a une sorte de frein, je ne sais pas comment le dire, genre inhibiteur, à faire des choses qui sont hyper importantes, hyper réglées, hyper structurées, que pour des gens, aller prendre un billet d'avion, c'est normal. Après, aller prendre un billet de train, c'est normal. Pour moi, c'est une zone de douleur, mais un truc de dingue, en fait. Et c'est là aussi où la procrastination, ça va être ne pas envoyer des feuilles de soins, que tu te dis que c'est logique, tu vas envoyer ta feuille de soins pour avoir un remboursement médical, t'as pas du tout envie de claquer, de perdre de l'argent, mais t'as beaucoup de personnes qui ont un TDAH, qui toutes ces petites actions de l'ordre quotidien, d'anticiper en fait, de planifier, c'est tout ce qu'on va appeler aussi les fonctions exécutives, tu vois, de mettre en musique en fait une sorte de quotidien. Moi, je donne souvent cette métaphore, je crois qu'elle a été faite d'abord aux États-Unis, mais de chef d'orchestre, en fait, je sais faire toutes les tâches individuellement, je sais prendre un billet de train, je sais anticiper, je sais cuisiner, je sais écrire, mais de temps en temps, tu sais, tout se met en même temps. Tu vois, il y a un problème de priorisation, et donc, il y a une souffrance, en fait. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, et c'est là où moi, je dis, allez vous faire diagnostiquer s'il y a souffrance. En même temps, j'ai plein de gens autour de moi qui on les soupçonne de TDAH, etc. Sauf que c'est bien compensé, en fait, et à un instant T, ça ne les empêche pas de vivre une vie saine, relaxe, sans ces pics de stress qu'on peut vivre. Tu viens de parler de compensation. Qu'est-ce que la compensation ? Alors la compensation, c'est face à quelque chose qui va être compliqué à gérer, on va mettre en place des stratégies. Et souvent, ces stratégies, on va les mettre de façon pas du tout conscientisée depuis l'enfance, quand on n'a pas eu un diagnostic à l'enfance. Parce que j'en ai pas parlé, mais moi je parle vraiment plutôt du diagnostic du TDAH à l'âge adulte, qui finalement, on l'a toujours eu. C'est aussi ça qui est important de comprendre, c'est que le TDAH ne s'arrête pas à l'âge enfant, déjà, ça ne s'arrête pas à 18 ans ou à 16 ans, tu choisis jusqu'où tu mènes l'enfance. Mais derrière, en fait, ça va s'exprimer de façon différente. C'est-à-dire que notre cerveau, il va être un peu plus mature. Donc, l'impulsivité, ça va pas être la même que quand on est en gamin. Et généralement, ce que disent les études aujourd'hui, c'est que les petites filles sont moins diagnostiquées que les petits garçons. Parce qu'on va plus diagnostiquer forcément une hyperactivité, un petit garçon qui peut embêter sa classe parce qu'il bouge trop. On va moins diagnostiquer une petite fille qui est peut-être dans l'ordre inattentif, qui va du coup avoir du micro-mouvement tu vois, plus interne. On est bien équipés là pour les micro-mouvements. On a plein de fidgets sur la table justement pour aujourd'hui. Exactement. Et donc en fait, ça va pas forcément s'être vu à l'enfance et on va avoir utilisé des stratégies de compensation. Moi, ma stratégie de compensation, c'était vraiment un total lâcher prise. C'est-à-dire, je savais que j'étais pas capable de prendre des billets de train. J'assumais la conséquence en me disant, pas de problème, tu vois, je suis arrivée en retard au podcast parce que j'avais oublié mon téléphone. Et j'ai pas eu cette zone de déficit de confiance, de mon Dieu, je suis pas assez forte ou des choses comme ça, que d'autres vont rentrer dans une compensation, dans de l'hyper-rigueur. J'ai des personnes qui ont un TDAH, qui ont monitoré leur vie avec des outils. Leur outil leur dit quand se lever, quand partir, tu vois, ils ont utilisé de l'outillage informatique pour monitorer la vie. Et on va tous avoir utilisé des stratégies de compensation. Soit on va être, par exemple, sur l'appart, je me rappelle, ma comptable, elle a aussi un TDAH, et à un moment donné, j'étais en train d'écrire le livre, et je lui dis, mais je comprends pas comment, toi, ton bureau, il est pas rempli de petits machins pour aller gérer cette impulsivité, cette hyper... Voilà. Et elle me dit, en fait, moi, j'ai développé un TOC. En fait, elle a vu ça avec son psychiatre, parce que, finalement, elle s'était rendue compte que pour travailler, il fallait rien sur son bureau. Elle me dit, par contre, mon bureau, c'est rien. Par contre, le
reste de l'appart. Tu vois. Et donc, on va tous avoir compensé. Et c'est là la problématique de la détection du TDAH. C'est que parfois, on va avoir compensé soi-même par des stratégies de rappel, d'hyper-rigueur qui vont avoir généré une anxiété. Et de temps en temps, par ton conjoint, ton mec, ta famille, parce que l'autre va pallier en fait à tous tes propres déficits. Donc cette compensation, elle vient finalement peut-être masquer ce TDAH, ces symptômes, et ce qui fait que ça peut passer à la trappe et on s'en rend compte peut-être à l'âge adulte. Et donc ce TDAH, c'est des symptômes qui amènent dans une zone de souffrance et qui impactent le quotidien, la sphère sociale et même professionnelle. Alors complètement, et surtout quand tu comprends que tu as un TDAH, tout d'un coup tout fait sens. Moi ça a été une sorte, je sais pas, voilà, mais pour moi ça a été... Punaise, c'était donc ça, en fait. J'avais pas compris que j'étais impulsive. Pour moi, j'étais pas du tout impulsive. En même temps, j'ai déménagé du jour au lendemain, j'ai changé de projet, je me lance dans des projets dans la nuit. Et quand je te disais que la comparaison avec les autres, elle est intéressante, parce que moi, un peu comme toi, on est des créatifs dans l'âme. C'est aussi ça qui fait que le TDAH était peut-être plus accepté pour nous que si on avait été dans une boîte, dans un métier ultra linéaire. C'est-à-dire qu'on avait la capacité d'explorer des thématiques parce que quand tu crées des podcasts, quand tu écris des bouquins, tout ça, c'est des activités qui font que tu peux aller donner un peu sa dose de dopamine, de stimulation en fait à ton caractère qui fait que ça va s'exprimer correctement. Mais quand je compare avec mes potes, ils n'ont pas une idée à 3h du matin où ils vont se lever en mettant leur idée à 3h du matin avec ces sortes de passions successives voilà, toi, moi, je pense qu'on a la même chose. Tout d'un coup, on est certain que notre prochaine passion, ça va rester. On s'outille pour notre prochaine passion. Et puis, il va y avoir une lassitude au bout de 2 semaines. Donc, dans la tête de certains, ils vont se dire que tu es instable. Moi, je me dis, mais je vis, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre que la façon dont on a vécu avec notre TDAH aussi est très fonction de l'environnement. Moi, j'ai toujours été dans un environnement de gens... Comme dirait ma mère, ils sont un peu bizarres tes potes, parce qu'ils sont tous décalés, ils ont des vies un peu rigolotes, ils voyagent comme toi. Enfin, tu vois, quand tu regardes nos copains, on n'est pas sur la norme, en fait. On est sur des gens, t'as toujours une nouvelle histoire à raconter, que tu mets des gens un peu normaux pensants, en fait, ils vont se dire, mais elle est complètement instable, pourquoi elle se contente pas de ce qu'elle a, etc. Moi, j'ai navigué dans un milieu de créatifs, de gens un peu barrés, et donc ça m'a pas emmené dans une zone de souffrance. Ce qui m'a emmené dans une zone de souffrance, et c'est là où c'est intéressant de comprendre, c'est que c'est souvent, quand on s'en rend compte à l'âge adulte, soit c'est à cause des enfants, genre tes enfants sont diagnostiqués et tu te dis, mais dans l'enfant, moi je me reconnais, et là tu te dis un sujet. Je coche toutes les cases de mon enfant. Exactement, en fait. Et donc tout d'un coup, les parents vont se faire diagnostiquer parce que leurs enfants, dans un système scolaire classique, finalement est en souffrance, et ou quand tu vas vivre un changement dans ta vie. Parce que moi, je m'en suis rendu compte du jour où j'ai eu ma boîte, donc plus de contraintes d'aller au boulot, où je me suis mise à vivre toute seule, j'étais plus en coloc, en couple ou whatever. Et donc finalement, ce que je dis dans le bouquin, ça s'exprimait par tous les pores de la peau. C'est-à-dire que la rigueur du temps, le temps n'existait pas. Et souvent, quand on a un TDAH, et c'est pour ça qu'en fait, les symptômes, ils sont pluriels et on n'a pas tout, en fait. C'est vraiment une liste qu'on va étayer in fine avec un psy. Et derrière, je me rendais compte que le temps, par exemple, moi, j'ai une distorsion du temps, j'ai un rapport au temps. Quand tu regardes, le temps, pour moi, dans ma tête, ça n'existe pas. C'est quelque chose d'abstrait. Les contraintes des repas, des ceci, des cela, je ne comprends pas, en fait, tu vois. Et le temps qu'on reste, on peut papoter, je pense, pendant 5 heures, comme on peut papoter pendant 10, tu vois. Et on va être à fond dans notre truc en oubliant, tu vois, en n'anticipant pas le fait qu'il faut aller chercher les filles. Tu sais, on est dans notre truc, tu vois, jusqu'au... tu vois, parce qu'on est... Et pour ça, moi, le TDAH, je ne l'ai pas mal vécu comme beaucoup de personnes hors normes. Pour moi, je le vivais comme une sorte de forme d'hédonisme. En me disant, tu vois, on est ensemble, on est vraiment pleinement plaisant. Est-ce que tu aurais un peu une liste de symptômes pour les gens qui nous écoutent, qui peuvent un peu se retrouver? Quels sont un peu les symptômes? Comment ça s'exprime un petit peu tout ça? Donc dans les symptômes, il y a la notion de procrastiner, il y a la notion d'impatience, le fait souvent de couper les gens quand l'autre parle, donc c'est la notion d'impulsivité. Tu trouves que l'autre ne parle pas assez vite, tu as envie de finir sa phrase, donc tu vas inventer la fin de la phrase, c'est hyper mal poli, mais tu ne peux pas t'en empêcher, en fait, parce que ça veut justement dire que tu es dans l'écoute de l'autre. Ce que l'autre va prendre comme une malpolitesse, si quelqu'un, moi, parle en vitesse normale,
je vais décrocher parce que ça va pas, tu vois, ça va pas aller assez vite. Il y a le côté passion qui va revenir dans l'impulsivité de l'action, mais cette impulsivité, moi, elle est par les passions. Je veux dire, je vais te parler à un moment donné, je vais me passionner, je sais pas enfin, tu m'as vu dans les différentes passions. J'ai eu Harry Styles, j'ai eu les crypto-monnaies, tu vois, j'ai eu tout un tas de passions successives, mais qui me passent au bout d'un mois, tu vois. Et en plus, ma passion va devenir mon nouveau sujet d'obsession. Et je vais en parler à tout le monde en me disant, il faut que tout le monde sache. Alors là, je me suis dit, je vais acculturer tout le monde à ce sujet-là, tu vois. Et donc, en gros, ça paraît un peu décalé, ça paraît relativement aussi enfantin, mais ça peut avoir un coût énorme. Oui. Parce que tu vas acheter des trucs de façon passionnée. Il y a souvent les problèmes de rigueur, de régularité sur le fait d'être en retard sur ses impôts, de ne pas envoyer ses feuilles, alors que c'est des choses qui sont importantes et régulées pour les autres. L'anticipation des vacances. Alors, évidemment, quand tu as un cercle familial, des enfants, des familles, des gens qui vont te mettre un peu des coups de fouet en disant « attends, là, il faut que tu le fasses », tu finis par le faire, mais ce n'est pas quelque chose de naturel, en fait, dans l'anticipation. Il va y avoir ce qu'on appelle aussi l'inattention, c'est-à-dire qu'on va souvent, pour ce type-là, on va plutôt dire « Ah il est dans la lune », mais c'est parce que souvent, la personne en face, finalement, c'est horrible à dire, mais t'intéresses pas ou parle pas suffisamment assez vite, donc ton cerveau part en vadrouille. Et l'inattention, ça va être les stimuli qui vont être dans la pièce, en fait, le fait d'être happé par tout un tas de choses, un oiseau qui passe, tu vas aller commenter l'oiseau alors que tu parles avec la personne, et tout ça va souvent donner quelque chose d'assez mal poli pour les autres. L'impulsivité, ça va s'exprimer pour certains par de la vitesse excessive, par évidemment de l'addiction. Oui. Parce que comme pour moi, c'est cette notion de rapport au temps, comme tu as ton rapport de temps qui est distordu, tu ne te dis pas que ce que tu vas faire aujourd'hui va avoir une conséquence demain, parce que toi, tu es dans le aujourd'hui. Et l'impulsivité, ça fait que ton corps, moi j'avais l'impression d'avoir un corps qui était dopé à « je veux faire des trucs qui me plaisent ». À la dopamine. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me sentais vraiment, enfin même encore aujourd'hui, je suis dopée aux trucs qui vont me passionner. En fait, il me faut toujours un truc qui me passionne. Il me faut un peu mon os à ronger. Et j'arrivais pas à me contenter de, il me faut des projets exploratoires bien plus que devoir faire grandir un projet qui existe déjà. Donc il y a toute cette notion de, qu'on a pu t'avoir dit de l'instabilité, l'hyper mouvement, la notion aussi d'hyperactivité, mais l'hyperactivité, elle peut aussi être cérébrale. Tu vois, se poser des questions, boucler, regarde quand tu as commencé à réfléchir sur le TDAH, putain, le nombre d'études. Tu vois, t'étais sur une sorte de... Et d'ailleurs, c'est très courant quand tu te fais détecter, quand tu commences à mettre le pied dedans, punaise, t'y rentres à fond. Et là, tu te dis, punaise, c'est un univers et tu vas être à fond, en fait, sur des sujets. Et pour moi, on est un peu en vague, on vit vraiment. Mais, et donc tout ça, c'est des faisceaux de symptômes, la procrastination qui va avec, mais l'impulsivité. Donc, en fait, et c'est ça qui est compliqué, c'est que le symptôme va pas s'exprimer de la même façon, mais va te mettre dans des zones de danger. Parce que la zone de danger, si tu es impulsive, ça peut être, moi, de quitter mon job du jour au lendemain pour partir au bout du monde. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais des tissus sociaux hyper forts. J'ai toujours été très pote avec mes collègues, mes machins. Mais tu as plein de gens qui ne vont pas travailler du jour au lendemain parce que, plus envie. Tu vois, et besoin d'aller chercher une dose de dopamine. Et tout ça, ça va s'exprimer par des changements un peu permanents. Et aux yeux de la norme, ça paraît bizarre. Oui. Mais... en fait, à partir du moment où on embrasse un peu ce sujet-là, je me dis que c'est parfaitement OK. En fait, c'est juste un type de personnalité, de caractère, une neurodiversité. Mais l'impulsivité, dans le monde du travail, on parlait du monde du travail, quand toi, tu bosses aux dernières minutes, toi, tu sais que tu vas y arriver, mais tu mets en galère toute ton équipe. Moi, il faut savoir que mon TDAH, les premières personnes à l'avoir détecté autour de moi, c'est Alexia, notamment dans mon équipe à l'époque, elle m'envoyait des blagues sur le TDAH. Tu vois, quand je sautais d'un sujet à l'autre, d'un projet à l'autre, c'était mon équipe qui s'en était rendu compte, tu vois. C'est même pas toi la première. Moi, j'avais des faisceaux d'indices, mais quand tu vois que des gens qui sont quand même, en plus, à l'époque, mes subordonnés, donc, tu vois, qui t'envoient des blagounettes pour te faire passer le message que tu as encore lancé un nouveau projet, ça se voit. L'impulsivité dans le monde du travail, ça va être d'aller beaucoup trop en profondeur, dire ce que tu as, des choses qui ne sont pas politiquement correctes.
dans le monde du travail, de pas savoir avoir le sens de la nuance. Parce que moi, je vais te dire, non, mais enfin, ton truc, tu vois, tu vas pas processer en te disant la conséquence, c'est peut-être que on va m'enlever du projet. Tu vas y aller, en fait. Et tu vas être souvent beaucoup trop deep dans des conversations dans un monde superficiel, en fait. Jusqu'au jour où tu embrasses ton TDAH, où tu rencontres d'autres gens qui sont câblés comme toi. Et là, tout va bien. Au contraire. Oui. Donc, si je résume, dans les symptômes, on va avoir cette procrastination, cette difficulté à s'organiser, même prioriser. C'est très compliqué. C'est fonction exécutive. C'est pour ça que je te disais, le chef d'orchestre, en gros, tout d'un coup, on va avoir souvent ce qu'on appelle une inhibition, en fait, à faire une tâche. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va se faire une montagne, genre d'envoyer une facture. Oui. Alors que tu sais que factuellement, tu sais envoyer ta facture, en vrai de vrai. Tu sais mettre une enveloppe, mais en gros, tu vas boucler sur un micro-machin et en parallèle, tu vas être capable de faire des trucs de ma boule. Et c'est ça le problème aussi. Moi, je me rappelle des gens qui me disaient, mais enfin, tu vois, mon mec ou pas, qui me disaient, mais comment tu peux ne pas être capable d'envoyer une feuille de soin ? Enfin, tu vois, alors que tu es capable de monter des projets, il y a un sujet en fait. Et donc ça va être, c'est une sorte d'inhibition aussi face à l'action où tu vas paniquer alors que globalement, aller faire des courses, tu sais faire, toutes les tâches, tu sais les faire. Et c'est souvent ça qui est bizarre au démarrage parce que tu te dis que ce que tu sais pas faire, c'est de l'ordre de l'absurde. En fait. Parce que les autres, vraiment, on est sur des micro-tâches. Et moi, je me disais, et c'est pour ça aussi que tu retardes souvent le diag, c'est que je me disais, mais c'est que je ne sais pas me faire violence. Oui. Je me disais, c'est que je suis capricieuse, ces tâches, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, non, c'est que tout mon corps est incapable de le faire. C'est une sorte d'inhibition à l'action, alors que tout mon cerveau veut y aller, mais tout mon corps me retient. C'est hyper bizarre. C'est quelque chose dont je t'ai souvent parlé, ce moment où on a l'impression de vivre avec un cerveau qu'on ne contrôle pas. On a peut-être un livre à rendre avec des deadlines et on se retrouve face à notre livre qu'on doit rédiger. Là, il nous reste qu'une conclusion et le cerveau, par exemple, ne veut plus. Je me vois devant des murs en train de pleurer, mur blanc, et en me disant « Marie, fais-le » et mon cerveau n'obéit pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait hacker mon cerveau. Moi, j'ai eu vraiment... Alors, ça fait un peu dissocié de dire ça, mais mon cerveau vit une vie indépendante. Ouais, je le ressens aussi. Il va pas être logique, il va pas être rationnel, et je vais devoir me mettre des urgences artificielles, genre, je dois sortir à ce moment-là. Moi, je t'ai vu finir d'écrire un bouquin. Tu sais, en te disant, alors je comprends pas, elle va faire des photos là, mais elle a le bouquin à rendre ce soir. Du coup, ton entourage sait que c'est pas logique et pas rationnel, mais en fait, c'est quelque chose de non opérant en fait. C'est que et tu t'en rends compte. Et ça, je pense que c'est ça le pire, c'est que tu te vois faire. En fait, par exemple, là, moi, je suis en train de finir un projet côté pro, je vais faire tout le reste. Alors que, honnêtement, c'est 1 heure pour terminer le projet pro. Et en fait, le pire là-dedans, c'est que tu te vois faire, en fait. Et comme tu te vois interrompre les autres, comme tu te vois prendre des décisions, tes achats au plein milieu de la nuit. Tu te dis, mais pourquoi, en fait ? Mais tout ça, ça va être de l'ordre de ce faisceau d'indices qui se dit, tu vois, quand tu commences à multiplier les projets, quand on te dit que tu es instable, quand on va te dire, quand tu vas procrastiner sur des choses sérieuses, tu vois, tout ça, quand tu vas être un peu hyperactif, quand tu vas multiplier les sujets aussi, tu vois. Et c'est vrai que, par exemple, t'as beaucoup en fait, le problème aujourd'hui aussi, je pense que sur le TDAH, c'est que tu as beaucoup de personnes concernées qui vont pas le dire. Dans le milieu artistique, dans le milieu sportif, de temps en temps, au détour d'une interview, tu l'entends. Tu te dis, c'est évident, je vais pas donner les noms, mais voilà, sur des trucs, tu t'entends où ils disent, c'est parce que j'ai un TDAH, tu vois, tu les entends dans des interviews, mais ils vont pas communiquer ouvertement. Mais forcément, la personnalité artistique, souvent, en fait, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'écriture, c'est que l'écriture, ça te laisse la possibilité, ça paraît normal qu'un auteur ou qu'un artiste, qu'un chanteur prenne du temps avant de déposer son œuvre, tu vois. Que dans notre société linéaire, où on te demande, dans l'entrepreneuriat par exemple, parce que moi j'ai les deux, j'ai le côté artistique et entrepreneur, on te demande d'être linéaire, de générer quelque chose tous les jours, et donc notre cyclicité, parce que c'est aussi, dans les faisceaux d'indices, il y a le mode hyperfocus, c'est-à-dire que c'est pour ça que je mettais un warning au démarrage, on n'a pas un trouble de l'attention, c'est pas qu'on ne sait pas se concentrer en permanence. Je donne mon anecdote de mettre l'après-shampoing avant le shampoing, tu vois, ce genre de truc, parce que ça m'intéresse profondément pas, tu vois, d'aller me coucher. Oui. Un truc de base pour les gens, aller se coucher, pour moi, c'est une zone
faut que j'y réfléchisse en fait. Oui. Ça m'intéresse pas Faut suffisamment. se l'imposer. Aller me laver les dents, en fait, il faut que je me dise, tu vois, j'ai hacké mon système en me disant, je vais écouter une chanson pendant mon lavage de dents. Mais je fais ça depuis que je suis gamine, tu vois. Ouais. Parce que j'avais compris que ça me stimulait pas suffisamment d'attendre 3 minutes à me laver les dents. Enfin, tu vois, j'ai tellement d'hyperactivité. Putain, 3 minutes sur laver les dents, j'ai toujours mis une chanson. Quand je veux me laver les dents, mais depuis que toute gamine en fait, à partir du moment où il y a eu les trucs pour écouter de la musique. Et en l'occurrence, on a aussi ce côté hyper focus, genre on va s'emballer sur un sujet, à bosser de 7h du matin jusqu'à 23h, parce qu'on a un peu un nouvel os à ronger, et on va être en roue libre, avec une concentration extrême à oublier d'aller manger, faire pipi, Mais tu vois, tous les besoins primaires, ils passent après notre zone de calme, en fait. C'est presque ça. Moi, je me sens très addict, en fait. Et donc, tu vois, ça, quand même, c'est des faisceaux d'indices qui sont quand même hyper forts, en l'occurrence, avec des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic officiel parce qu'ils vivent très bien avec cette cyclicité. C'est juste qu'on vit dans un monde qui est linéaire. Et moi, je me suis toujours dit, même en tant que nana, on est cyclique. Tu vois, notre moi, il est cyclique dans une société linéaire. Et la réalité, c'est que plus tu es artiste sportif, où tu vas au bout des choses, ça te donne ton os à ronger, finalement, tu vas chercher, en fait, cette sensation de j'ai mon truc, en fait. Et vraiment, tu sais, tout c'est un peu... Et ces phases aussi qu'on peut avoir aussi, et ça, je pense que c'est important d'en parler, on n'ose pas le dire, ces phases un peu léthargiques qu'on peut avoir. Tu sais, on va souvent être un jour, il n'y a rien qui va sortir, et le lendemain, tu vas écrire ton bouquin en entier. Tu vois, c'est un peu ce jour-nuit. Et c'est là aussi où la comparaison avec les autres, parce que le problème, c'est que souvent, tu t'es entouré au fil des temps des gens qui sont un peu comme toi. Oui. Tes parents, parfois, sont un petit peu comme toi. Tes potes sont un petit peu comme toi. Mais il faut revenir à tes copains qui sont en cabinet de finance. Tu vois, est-ce qu'eux ont la même... Oui. Pardon, je parle du cabinet de finance, mais dans des vies plus classiques, plus normées. Plus lambda. Ouais. En autre symptôme, on retrouve quoi ? La notion de ne pas tenir ses promesses. Parce que souvent, comme on va avoir eu un biais avec le temps, moi, tu vas me dire, est-ce que tu peux me faire ça ? Pas de problème, je suis certaine que je vais pouvoir le faire. Parce que notre rapport au temps étant un peu distordu, pas de problème. Alors voilà, si on prend un milieu un peu plus classique, à t'envoyer ce PowerPoint, alors que je t'envoie ce PowerPoint dans 1 heure, alors que le simple fait de relire le PowerPoint, t'en as pour 3 heures. Tiens, ta maison d'édition, pas de problème, je t'écris le bouquin, alors que le simple fait de relire le début, déjà, voilà. Et on va avoir aussi parfois, on va pas tenir nos promesses, nos engagements, et ça va venir vraiment créer une zone de douleur, parce que c'est plus une douleur interne, c'est une douleur aussi vis-à-vis des autres, mais quand t'as fait la promesse, t'étais convaincu que t'allais y arriver, en fait. Et ça, je pense que c'est aussi une zone de douleur qui peut se retrouver parce que on se rend pas compte, en fait. Et d'ailleurs, dans les exercices préconisés par les psys ou autres, il y a aller mesurer le temps que prend chaque tâche. Exactement, on va y revenir tout à l'heure à la notion de temps qui est très particulière pour le TDAH. Mais oui, cette notion de promesse, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mes enfants, parce que dès qu'elles me proposent quoi que ce soit, c'est avec mon cœur de maman, je réponds oui, je pense qu'on va pouvoir le faire. Et finalement, il y a des promesses que je peux pas tenir, et cette culpabilité par rapport à ça est très douloureuse. Je pense que ça, c'est horrible. Il y a aussi beaucoup de mamans qui ont elles-mêmes un TDAH et qui du coup culpabilisent beaucoup, tu vois, envers leurs enfants. Mais en fait, et c'est là où finalement avoir un diagnostic... Moi, je suis pas une ayatollah du diagnostic. Je dis pas à tout le monde. Il y a des personnes qui disent, aujourd'hui, si t'as pas eu un diagnostic officiel de TDAH, tu n'as pas le droit de revendiquer du TDAH. Pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ça n'invalide pas ma douleur, que des personnes se reconnaissent et qu'il n'ait pas eu un diagnostic, parce que le diagnostic, ça coûte cher, ça prend du temps. Je sais pas si on en parlera après. Si, ouais. Et du coup, t'as plein de personnes qui n'ont pas de diagnostic, faute de professionnels de santé. Regarde la galère que tu as eu à trouver un pro de santé là-dessus. Et donc, en gros, tu as plein de gens qui n'ont pas de diagnostic, qui se reconnaissent dans le TDAH, mais c'est là où ça fait du bien de se dire, mais je ne suis pas anormal. C'est que mon cerveau a un fonctionnement qui est différent. Tout ça, il y a de l'imagerie cérébrale, etc. Tout ça, ça a été démontré, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va beaucoup invalider le TDAH en disant c'est un truc à la mode, etc. Mais ceux qui invalident aussi le TDAH aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont invalidé l'endométriose. En disant l'endométriose était à la mode, parce que quand t'es pas concerné, t'en entends parler partout, mais c'est juste qu'à un moment donné, on va en parler parce qu'il n'y a pas eu assez de communication, et ça va se réajuster après, en fait. Et en l'occurrence, c'est vrai que t'as des personnes, quand tu les vois, tu peux te dire, il en a pas, mais il y a une souffrance.
À un moment donné, à partir du moment où tu te revendiques de quelque chose, quoi que ce soit, c'est que tu as une souffrance interne, en fait. Et ça, elle est bien réelle. Et c'est surtout pas aux autres d'aller l'invalider. Parce que moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, il y a eu plein de différentes réactions. Des personnes qui disent, mais en même temps, tu as réussi. Tu sais, cette notion de réussite, elle invalide beaucoup la dépression, l'anxiété, en disant, mais tu peux pas, en fait, avoir ça parce que tu as réussi, en fait. Mais en même temps, la réussite... À quel coût au niveau de la compensation? Parce que c'est aussi ça, on a parlé beaucoup des stratégies de compensation tout à l'heure, c'est que ça va nous demander une énergie de ma boule. Quand tu as un rendez-vous dans la journée, en gros, tu as le rendez-vous qui est de 13 à 14 heures, ça va te prendre toute ta bande passante du matin parce que tu sais que tu as le rendez-vous, tu vois, ou alors tu es dans un mode hyper-focus, puis après, tu as la redescente du rendez-vous, tu vois. En fait, tout notre rapport au réel, en fait, est très, très distordu. Et derrière, tout ça, ça va avoir un coût énergétique parce que tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû pas dire de par l'impulsivité, parce que tu as encore commencé une passion, parce que du coup, on a beaucoup de troubles d'addiction. Et l'addiction, voilà, quelle que soit l'addiction, ça va être finalement une façon d'aller chercher notre dopamine, quoi. C'est une comorbidité associée au TDAH, le risque d'addiction. Donc, il faut y être vigilant, le savoir. C'est pour ça que le diagnostic est important. Ouais. Comment ça s'est passé, toi, ton diagnostic ? Ouais. Alors c'est important, je reviens juste sur l'histoire de comorbidité, c'est que souvent tu as beaucoup de personnes à qui on aura diagnostiqué leur comorbidité, de l'anxiété, du TOC, des troubles, des addictions, etc. Mais en fait le problème aujourd'hui, c'est que en gros, le TDAH, ça fait pas longtemps qu'on a compris que c'était aussi à l'âge adulte. En fait, enfin, pas longtemps, c'est pas longtemps. Mais en fait, pendant longtemps, comme ça a été réservé à l'enfance, tu as plein de psys qui ne se sont pas formés au TDAH. Et on manque aujourd'hui en France, c'est une réalité, cruellement de pros de santé formés au TDAH. Parce que comme on va diagnostiquer beaucoup plus facilement les comorbidités, et c'est pour ça que tu as plein de personnes qui se disent « mais je peux pas avoir un TDAH, sinon mon psy l'aurait vu ». Pas du tout, en fait. Le psy, s'il ne connaît pas ces faisceaux de symptômes, il va pas du tout forcément l'avoir vu. C'est pas du tout appris de façon claire dans les cursus. En fait, parfois, on n'en parle même pas. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué et c'est horrible parce que nous, comme on est impulsif, l'attente... Oui. Tu veux aller te faire diagnostiquer, tu veux y aller demain. Et donc déjà, tu commences par un énorme frein à ta personnalité parce qu'il va falloir que tu commences à chercher un psy, que ton délai, c'est dans 5 mois, qu'entre-temps, tu vas peut-être avoir annulé ton rendez-vous, tu auras peut-être changé de sujet, etc. Donc en fait, il faut savoir que déjà, la première chose, c'est de trouver un pro de santé qui soit formé. Moi, mon psy, c'est ce que je dis dans le bouquin, je l'ai casté. Je suis allée sur Doctolib, alors après tu vas sur Care, sur whatever, ta plateforme, mais je suis allée regarder que le mec il était spécialisé sur ce sujet en me disant je veux quelqu'un dont je sois sûre qu'il ne va pas faire un misdiagnostic, tu vois, une erreur en fait de diagnostic, et en me disant où il me valide ou invalide cette hypothèse. Et le problème c'est que quand tu vas voir un psy, moi j'osais pas aller le voir en disant monsieur je pense que j'ai un TDAH. Parce que, bah oui, mais t'as peur de l'autodiagnostic. Oui. On t'a tellement fait un foin sur ça n'existe pas, faut arrêter que les gens s'autodiagnostiquent. Mais en l'occurrence, on a un retard phénoménal de diagnostic à cause de ça en France. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de taper sur l'autodiagnostic, alors que le vrai sujet, c'est que les gens n'arrivent pas à trouver un pro de santé et n'osent pas forcément faire le pas, en fait. Aujourd'hui, les statistiques, alors elles sont très difficiles à avoir, mais souvent on dit qu'il y a seulement entre 1 et 10%. Tu vois, c'est pour te dire que si elle est large, la statistique... Ouais, c'est qu'elle n'est pas précise, quoi. Personnes diagnostiquées parmi les gens qui ont un TDAH. Donc tu vois, donc c'est... Il y aurait 1 à 10% des personnes TDAH qui seraient diagnostiquées. Ouais. Alors, de temps en temps, il y a le chiffre 2 qui pop, etc. Mais c'est très difficile, en fait, à avoir le chiffre. Aujourd'hui, pour la statistique aussi en France, encore une fois, statistique hyper difficile à avoir parce que tu prennes un échantillonnage français, un échantillonnage mondial, on va pas avoir les mêmes déjà grilles, critères diagnostiques, etc. Généralement, on dit que c'est entre 2,5 et 5% des adultes en fonction des études qui sont concernés par un TDAH. Okay. 2,5 à 5%. Ce qui est absolument énorme. C'est-à-dire, c'est phénoménal parce que si tu prends en plus les enfants, bah derrière, tu as les parents. En fait, on connaît tous quelqu'un qui a aujourd'hui un TDAH. Et d'ailleurs, souvent, quand
les gens t'écoutent, ils voient leur mec, leur nana, leurs parents, ils se disent mais c'est ça qu'il a en fait. Mais en fait, en France, le diagnostic est compliqué à avoir parce que c'est ce que je te disais, c'est un diagnostic médical. C'est un diagnostic qui va coûter cher quand tu vas dans le libéral, en fait, parce que c'est des psys qui sont spécialisés, qui sont sursaturés, donc généralement c'est cher. Quand tu vas dans le public, en l'occurrence, tu vas avoir des temps d'attente qui sont, mais de temps en temps, absolument extraordinaires. Tu peux avoir un coup de bol, hein, alors, je parle du TDAH, mais je crois que visiblement, c'est la même chose sur plein de maladies. Donc, voilà, l'enjeu, c'est pas de se plaindre. Mais en fait, il va falloir que au moins les médecins généralistes soient de plus en plus sensibilisés. Et là, d'ailleurs, il y a la Haute Autorité de Santé en France qui a dû faire un message en disant « Arrêtez de penser que le TDAH n'est pas quelque chose de réel. » En fait, c'est un diagnostic médical avec une liste de symptômes que tu vas échanger avec un psychologue. Mais en fait, ça reste un diagnostic médical. Si derrière, tu veux aller chercher un traitement médical, et on pourra en parler tout à l'heure des médicaments, c'est forcément un médecin, en fait. D'accord. Donc, dans les personnes qui diagnostiquent, on retrouve donc le psychiatre. Ouais. On retrouve également le neurologue. Voilà, psychiatre, neurologue. Et le neuropsy qui peut poser un diagnostic, donc un neuropsychologue ou une neuropsychologue. Mais à ce moment-là, le diagnostic doit être posé absolument par un médecin. Donc, il va pouvoir te faire un diagnostic fonctionnel. C'est-à-dire, il va avoir la grille diagnostique, il va être capable d'interagir avec toi en te disant effectivement c'est ça, mais il ne pourra pas te donner un médicament. Un psychologue ne peut pas faire une feuille de soins, en fait. Donc, si tu veux un diagnostic formel, officiel, on est encore sur le diagnostic médical. Mais tu as des personnes qui choisissent le psychologue, en fait. Donc le neuropsy. Le neuropsy, parce que derrière, ils vont aller mettre en place des stratégies avec lui, ils vont discuter, et il n'a pas besoin d'un diagnostic médical formel. Et pour les enfants, c'est important de savoir qu'on peut passer par un neuropsychologue, une neuropsychologue, pour un diagnostic, pour mettre un aménagement en place à l'école ou dans le cadre familial, etc. Et ça, si on a des parents qui nous écoutent, c'est vraiment, et ça je pense que c'est important de le dire, c'est le parcours du combattant pour les parents. Parce que en fait, il y a aussi ton interférence dans la vie réelle. Moi, quand j'ai été gamine, j'étais, je pense, un peu perchée, un peu décalée, j'étais dans mes mondes, j'étais fan d'un groupe de musique, tu vois. J'avais des passions qui étaient tellement fortes que mes zones de dope, tu vois, elles étaient... C'est marrant, la zone de dope, tu vois. La zone de dope. Elles étaient là-dedans. Mais derrière, si tu as besoin d'aménagement, derrière, faut faire intervenir la MDPH, faut que l'école comprenne ce que c'est. La dernière fois, je suis intervenue auprès de profs, j'avais 800 profs en salle, je leur racontais ce que c'était que d'avoir vécu avec un TDAH, les mots d'adultes sur comment ça s'est exprimé pourtant pendant toute mon enfance, en fait. Et du coup, les profs m'ont dit, on n'avait pas compris ce que c'était. Et c'est aussi ça qui est important, c'est que les profs, ils ont aussi envie de comprendre, mais on manque de formation à 360 et on manque aussi, moi la question qu'on me pose le plus sur la page TDAH, c'est est-ce que vous pouvez me conseiller un psychologue, un psychiatre ? Est-ce que vous pouvez me dire comment je fais ? Parce que on est les parents, encore plus les parents, quand les enfants ont besoin d'un aménagement, d'une AESH, donc tu sais, c'est les personnes qui vont aider, qui vont accompagner l'enfant, mais c'est une zone du combattant avec le désespoir régulier, parce que tu dois faire des dossiers qui sont infinis, pour peu que le parent ait aussi un TDAH. Ça commence à être une paperasse absolument folle. Et on est encore très en retard sur le diagnostic d'un point de vue général, plutôt sur l'adulte. Chez l'enfant, ça fait plus longtemps, mais en tout cas chez l'adulte, avec un manque de psychiatres. Regarde en région, tu as des régions où... Il n'y en a pas. Voilà, où t'en as pas en fait. Et à un moment donné, c'est juste t'en as pas. T'as pas de liste officielle aussi. C'est pour ça, moi, tout à l'heure, je parle de... Voilà, de casté, Bah oui, mais en gros, globalement, de ce que j'en ai compris, la dernière fois, il y avait une intervention dans un ministère et il disait, en fait, on peut pas faire... C'est presque faire on peut pas faire de la pub pour un médecin, en fait. Et donc, faire une liste de praticiens qui font du TDAH, il y en a même pas. Il y en a dans certaines assos où tu vas demander à l'asso, mais en même temps, d'abord, il faut adhérer à l'asso avant qu'elle te donne la liste. Bah oui, mais tu sais pas si tu as un TDAH. Tu vois, c'est un peu des cercles qui... Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de faire... Mais je peux pas les... Enfin, c'est pas possible. C'est beaucoup trop... Voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, c'est des cartes qui vont s'échanger. Et en plus, le pire là-dedans, c'est que quand on va voir un professionnel de santé, un psy,
ton psy correspondra pas forcément à ce que j'aime bien, comme toi, ça correspondra pas forcément à ce que tu aimes bien en termes de personnalité. Donc en fait, c'est aussi, quand on fait un travail psy, une alliance thérapeutique, et on peut pas forcément tomber sur le bon psy au démarrage, parce que, voilà, on est tous différents, et c'est pour ça qu'en fait, toutes les personnes qui se questionnent sur un TDAH, qui sont en zone de douleur, pour moi, c'est faites-vous accompagner. Tu vois. Quoi qu'il advienne, va te faire accompagner par un psychiatre si tu penses que tu as besoin d'une médicamentation, ou si tu as besoin... Moi, j'avais besoin d'un diagnostic officiel. Ne me demande pas pourquoi. Du coup, je suis allée voir un psychiatre. Soit va te faire accompagner par un psychologue qui sont experts aussi de neuropsy. Tu as des coachs qui sont experts de ça. Là-dedans, de toute façon, le meilleur côtoie le pire. De temps en temps, tu as des gens qui ont vu un business, mais c'est comme dans tout, partout. Et c'est pour ça, donnez-vous l'autorisation de changer si vous voyez qu'il n'y a pas de feeling avec la personne, en vous disant, non, ça ne me correspond pas. Mais donc, comment on trouve un psy ? Et après, c'est en plusieurs étapes. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir ton sésame, j'ai un TDAH. En gros, c'est que ton psy va te demander, il va faire un peu un rapport. Est-ce que tu l'avais pendant l'enfance ? Il y a beaucoup de questions pendant l'enfance. Une anamnèse, on dit, il va revoir toute l'enfance, toute ta vie. Ouais. Il va regarder que tu avais des symptômes qui s'exprimaient dans l'enfance, tu vois. Et du coup, moi, par exemple, j'ai sorti tous mes bulletins quand j'étais gamine. Pas mes bulletins, en fait, le hasard fait que j'ai rangé le grenier de chez mes parents. Et du coup, j'avais mes feuilles de cours. Mais je sautais un exercice en plein milieu. 90% du temps, c'est travail génial. Dommage que vous l'ayez rendu, que vous ayez oublié de mettre la conclusion et rendu avec 10 jours de retard. Tu vois, c'était... Et en fait, en gros, ça s'exprimait déjà énormément enfant. Mais comme j'étais plutôt dans la moyenne, finalement, comme c'était compensé parce que tu tapes vite, parce que tu as QI ou whatever, en fait, quel que soit ton outil de compensation, moi, ça se voyait pas. Et j'alternais je me rappelle, en physique-chimie, j'alternais entre 0 et 18. Parce que le mec, il nous avait fait une interro surprise. À quel moment je vais réviser au fil de l'eau ? Et puis moi, dans ma tête, cette interro surprise, pour moi, c'était le prof qui me prenait en piège, en fait. Et ça m'agace, tu vois. Et total désintérêt, il m'a pris en piège. Mais je sautais des exercices au milieu de la page. J'oubliais de tourner la page. Oui, et avec toute ma mauvaise foi, il n'y avait pas marqué de tourner la page. Non mais tu vois, je vois. Et donc tout ça, ça se voyait énormément. Donc avec ton psy, tu vas parcourir ça, tu vas regarder finalement si tu avais effectivement des symptômes dans l'enfance. Je suis désolée, il y a une bête en face. Voilà. Elle est où ? Là, sur le toit. Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, ça se balade, ça fait sa vie, voilà. Donc, tu vois, incapacité de se concentrer parce que j'ai vu ça. Et donc avec ton psy, tu vas parcourir tout ça. Moi, il m'a donné des questionnaires à faire que j'ai fait faire à mon équipe. Et je recite Alexia qui l'avait rappelé, elle m'a dit « gigote beaucoup ». Et ça paraît ridicule, en fait. Mais tu te rends compte que, in fine, moi, pas de problème de mouvement. Ouais. C'est vrai, je crois que j'ai jamais resté plus d'1 heure sur une chaise. Toi, ça fait 10 fois que tu te réassois. Moi, je bloque mes jambes en faisant un nœud pour pas les bouger. Et voilà, tu vois, moi, je gigote depuis tout à l'heure. J'ai joué avec trois widgets, ça se voit peut-être pas, mais voilà. Et donc, en l'occurrence, du coup, tu vas reparcourir un peu tout ça et tu vas reparcourir aussi, est-ce que ça te pose problème, effectivement, dans ton quotidien, ou est-ce que ça te pose problème ? Il va te donner des grilles à remplir. Les grilles, d'ailleurs, on les trouve sur Internet. Oui. Je dis pas aux gens d'aller s'auto-diagnostiquer, ça suffit pas, cette grille. Mais déjà, si vous prenez cette grille, que vous avez des faisceaux d'indices, ça vaut le coup d'aller en discuter avec un pro de santé qui, lui, pourra vous dire. Parce que un pro de santé, ça va aussi éviter des suppositions de est-ce que c'est de l'anxiété qui révèle ce symptôme, est-ce que c'est un burn-out qui révèle aussi à peu près le même genre de symptômes. Ça va aussi éluder d'autres pathologies aussi. Pathologies qui pourraient amener à la même conséquence. Genre, je suis débordée, je me noie dans un verre d'eau. Ça peut peut-être être dû à autre chose, du burn-out ou peu importe. Il y a le manque de sommeil aussi qui impacte. Donc, on vérifie le manque de sommeil, les hormones, la thyroïde, par exemple. Oui, il te fait une prise de sang. Exactement. Après, un psychologue peut pas te faire ça, par exemple. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de diagnostic médical. On va invalider. Après, un psychologue peut t'amener chez ton médecin traitant pour... voilà. Moi, je suis d'abord au démarrage, et c'est ce que je recommande aussi, c'est d'aller voir le médecin traitant, mais tous les médecins traitants ne sont pas du tout formés à ça. Exactement. Donc, ça peut être à double tranchant. On peut se faire envoyer dans les cordes en disant « Mais non, c'est un truc à la mode, tout le monde a un TDAH. » Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet peut y voir un effet de mode. Et c'est vrai, quand tu regardes les requêtes Google, tu vois, quand j'ai écrit le bouquin, je cherchais mes requêtes. Ça a vachement
vachement augmenté au bout d'un moment. Et c'est aussi pour ça qu'on peut se dire, mais de plus en plus de gens ont un TDAH aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est que tout d'un coup, les gens se sont reconnus. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup du TDAH. Les gens se sont reconnus dans des faisceaux d'indices et ils se sont autorisés à se dire, peut-être que le psy va me dire que c'est pas ça. Mais je m'autorise à aller vérifier est-ce que ça peut être ça, parce que on va quand même pas se mentir, on est en France, moi j'ai vécu dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, à Los Angeles, tout le monde a son thérapeute. Aller voir un psy, c'est signe de fait que tu es en bonne santé, que tu te poses des questions, que tu as la thune d'y aller, etc. Donc c'est vu presque comme quelque chose de noble. En fait. On n'a pas cette vision-là en France. Pas du tout. Mais moi, dans mon regard, aller voir un psy, c'est signe de bonne santé mentale. Ça veut dire que tu te poses des questions et que tu cherches à les résoudre plutôt que ce soit les autres qui les colmatent à ta place, en fait. Donc, en gros, moi, dans mon regard, c'est signe d'intelligence que d'aller se faire accompagner parce que tu vas te faire accompagner pour plein de choses. Pourquoi tu n'irais pas je veux dire, on n'a jamais appris à décrypter notre cerveau. Même des médecins n'ont pas appris à décrypter le cerveau. Qu'est-ce que tu te penses au-dessus des autres à penser que tu vas y arriver tout seul, en fait? Mais derrière, il y a une alliance thérapeutique. Il faut que ça fitte avec la personne en face. C'est pour ça que moi, je me suis posé la question, est-ce que je préfère un homme, une femme? Tu sais, je me suis posé vraiment toutes ces questions en me disant, dans quel contexte je vais être le plus à l'aise pour raconter toutes ces absurdités de ma vie, et avec cette peur de « Monsieur, je pense que j'ai ça ». Moi, j'avais très peur que le psy me dise « Faut arrêter de s'autodiagnostiquer avec des choses qu'on lit sur Internet ». Donc ça retarde énormément le diag. Mais en même temps, quand tu as mal au genou, tu vas voir le médecin, tu es bien contente qu'il te dise « Non, vous n'avez pas les ligaments pétés ». C'est juste, ça va passer, en fait. Et il faut voir le psy comme ça, pour moi. Et donc, ce diagnostic arrive. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce qui en découle finalement ? Alors, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on vit tous le diagnostic de façon différente. Moi, ça a été un soulagement. Ça a été, punaise, c'était ça. Tu vois ? Et presque, je pense que j'aurais presque été déçue que le psy me dise c'est pas ça. Tu vois, c'est un truc hyper chelou. Mais ça me faisait tellement de bien. Je me reconnaissais tellement dans les communautés TDAH. Quand les gens parlaient, j'avais l'impression de m'entendre parler. C'est ce que les gens me disent sur le bouquin. Ils me disent, peut-être quand on te lit, on a l'impression c'est incroyable. Les gens se tapent des fous rires en se disant, punaise, tu vois, ce que j'ose raconter sur le fait, l'histoire de me planter d'oublier de me rasser les cheveux, de trouver que c'est compliqué d'aller me coucher, tu vois, de penser à aller faire pipi. Penser à aller faire pipi. En fait, je me dis, faudrait pas que les kinés soient formés parce qu'il y a peut-être des problèmes, tu sais, on connaît pas tout ça. Et j'ai envie de te dire, l'étude, elle en est pas à ça. Mais donc, en fait, pour moi, ce que ça a changé, c'est je me suis dit, tout d'un coup, ça a validé, je pense, le fait d'être décalé des autres, et ça m'a autorisé à me dire, je dirais pas que c'est pas de ma faute. Au démarrage, on peut avoir ça en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute du TDAH. On peut se dire, de toute façon, je peux pas faire autrement parce que j'ai un TDAH. T'as certaines personnes où ils sont contents parce qu'ils ont un peu la carte en disant c'est le TDAH, et tu peux te en fait, et ça dépend de ta personnalité, parce que tu peux te cacher derrière ça aussi. Moi, ça m'a fait dire, punaise, je vais pouvoir explorer pour comprendre, en fait, que tout ça, c'est bien réel. Où est-ce que je vais pouvoir mettre en place des choses ? Ça m'a aussi permis de le dire aux gens, en fait. C'est que tout d'un coup, tu vois, je l'ai dit, j'ai revisité les histoires avec mes ex, mes machins, etc. Je me suis dit, tiens, c'était dû à ça. Tu vois, ça m'a fait faire un feedback, vraiment... je sais pas si ça t'a fait pareil, mais une sorte de flashback dans le passé en se disant, mais c'était ça, pour moi, c'était une sorte de... Il y a une chanson de Radiohead qui s'appelle Jigsaw Falling into Place. C'est un peu la pièce du puzzle qui manquait, en fait, pour comprendre le puzzle, en fait. Moi, ça a été un soulagement absolument extrême, mais t'en as qui sont dans une colère en disant, mais pourquoi je l'ai pas vu avant ? Pourquoi des psys m'ont pas vu, tu vois ? Moi, ça a été vraiment un soulagement. Et derrière, j'ai pu, à partir de ce moment-là, explorer. Et j'ai exploré deux choses. J'ai exploré le traitement médicamenteux et l'appropriation de mon trouble en me disant, tiens, donc impulsivité, hyperactivité, inattention, où est-ce que ça va me jouer des tours ? En fait, je me suis beaucoup observée pendant plusieurs années en me disant, tiens, là, c'est ça, donc je vais pouvoir chercher un outil de compensation qui va être, tu vois, qui va être fonctionnel. Donc j'ai fait médicament et ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le médicament, toi qui l'as testé, qui l'as essayé ? Ouais. Alors, plusieurs choses. Alors, je vais commencer par le b.a.-ba. Je suis quelqu'un qui est, à la base, pas du tout pro-médicament. Ma zone de médicaments annuels, les mauvaises années, c'est 2 Nurofen.
Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, t'es vraiment... Je suis pas du tout médoc, pas du tout câblée médoc, voire en me disant le corps, tu vois, il est bien fait, voilà, vraiment pas du tout câblée médoc. Et j'ai pas la culture du médoc, tu vois, j'ai jamais eu ça, j'ai même pas de boîte à médicaments chez moi, et quand j'en ai une, t'es certain que ça périme, quoi. Donc pas du tout câblée médoc, sauf que là, j'étais en souffrance, et je n'arrivais pas à remonter, vraiment, je n'étais pas capable, je voyais... J'avais commencé à analyser tout ce que j'allais pouvoir mettre en place de façon organisationnelle, fonctionnelle. Dans ton quotidien. Dans mon quotidien, les choses que j'allais pouvoir changer à ma vie. Mais je n'avais pas la dose, en fait. J'étais tellement larguée, j'étais tellement débordée, mon cerveau... Par le travail, le perso, tout. Tout, en fait, prendre un billet de train, j'en étais arrivée au vraiment, tu sais, des points culminants. C'est-à-dire, je le prenais à l'envers, je le prenais pas à la bonne date. Et c'était... hyper récurrent, hyper répétitif, j'étais en train de me noyer. Moi, c'était vraiment ma vision, j'étais en train de me noyer avec pourtant une capacité de taf, de résiliation, tu vois, et c'est ce qui m'a sauvée dans le TDAH, c'est ma capacité je suis hyper résiliente, les choses ça va, ça passe, mais là je faisais vraiment des erreurs qui me faisaient couler sur couler, le cerveau faisait plus de mise au point. C'était vraiment un peu cette sensation, d'ailleurs on dit souvent, dire aux gens qu'il suffit de s'organiser, mais c'est comme dire à quelqu'un qui est myope, qu'il suffit d'y voir mieux. Oui. Non, tu vois, il n'y a aucun impact et c'est très culpabilisant. Exactement. Et donc, mais j'y arrivais pas. Vraiment, j'étais noyée. Et donc, je me suis dit, en fait, à un moment donné, souffrance, il faut bien... Souvent, on va juger le médoc. Surtout, en plus, pour moi... dans une sorte de réussite extérieure, de mais tu t'en es bien sorti, etc. Et bien en fait, j'étais en grande souffrance, en fait. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est que pour moi, prendre un médicament, ça a été déjà exploré en me disant... Et je dois avouer que je n'y croyais pas. Je me disais, je comprends pas comment prendre une substance chimique va gérer un problème de... j'ouvre un mail le matin... je réponds pas aux mails, c'est le plus important de la journée. J'ai ouvert 55 autres fenêtres, j'ai pas répondu à mon mail. Je comprenais pas comment un médicament pouvait solutionner quelque chose comme ça, tu vois, dans ma tête. Et du coup, alors, ce fameux médicament... Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'a... Quelqu'un d'autre, justement. La personne organisée. Et j'ai compris que pour moi, ce qui était une zone de douleur, genre de répondre à plus de 2 mails, ou tu vois, dans une journée, mais j'étais capable de répondre à 25 mails. J'étais capable, tu vois, de bosser en ligne droite sur des sujets qui demandent de la rigueur, alors que j'ai plutôt de la dyslexie sur les chiffres, sur les machins, tu vois, c'est pas du tout mon truc. J'étais capable de faire le point, en fait, de m'organiser, de planifier. Et j'étais vraiment dans le cerveau des autres. Et j'ai compris que pour les autres, c'était pas une zone de douleur. Et là aussi, ça m'a vachement déculpabilisée parce que tout d'un coup, les choses devenaient, entre guillemets, faciles. Et j'ai fait partie des gens qui n'ont pas eu d'effets secondaires. Parce que tu as plein de gens qui ont très peur que ça altère leur enthousiasme ou des choses comme ça. Moi, je pense que je suis suffisamment enthousiaste de nature, pour réussir à que ça n'a pas interféré. Mais en même temps, mon objectif, c'était pas du tout de le prendre dans le temps. T'as des personnes qui n'ont pas le choix, en fait. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus au quotidien à faire à manger aux enfants, les amener à l'école. Le TDAH, ça peut vraiment impacter toute la vie et on peut être complètement bloqué. De toi, de ton couple, la culpabilité, etc., etc. Et c'est vrai que ça, en fait, le médicament, quoi qu'on en dise, moi, ça m'a débloqué. Vraiment, ça a été... Il y a vraiment eu une sorte d'avant-après avec une sorte d'exploration d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Par contre, mon enjeu, ça a été de me dire... Je ne savais pas si j'arriverais à l'arrêter. J'avais très peur de l'addiction aussi. Oui. C'est aussi ça qui est important de dire. C'est que toute personne TDAH se sait addict tant que tu te dis, putain, si je commence un médoc, c'est mort, tu vois. Et en fait, non, tu n'es pas addict à cette molécule parce que cette molécule, en gros, tu peux éventuellement... Ton seul degré d'addiction, c'est être dans la sensation dans laquelle tu es avec cette molécule, mais pas du tout, t'as pas du tout de sensation de manque, tu peux l'arrêter le week-end, etc., etc. Du coup, j'ai commencé à le prendre avec une sorte d'effet, punaise, une sorte de remontada, en fait, pour réussir à organiser ma vie fonction de mon TDAH. Si je te résume, tu prends le médicament... Tu te retrouves finalement un peu dans le cerveau d'une personne neurotypique, une personne qui n'a pas de trouble du neurodéveloppement, et tu remontes ton retard et tu te remets à flot.
Voilà, alors ça a été très long, Ouais. parce que je pense que je ne l'ai même pas complètement fini 5 ans plus tard, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis d'avoir une énergie nécessaire pour mettre en place les changements organisationnels. J'ai revu tout mon appart. J'ai revu fonctionnellement tout mon appart. J'avais un appart qui était joli. Je l'ai transformé en un appart fonction de mon TDAH. Donc, mettre dans l'ordre les fringues pour, comment ça s'appelle, pour prendre la culotte avant le machin, Oui. tu vois, pour créer un parcours. Je te parlais du shampoing, mettre l'après-shampoing avant le shampoing, etc. pour être dans le bon ordre. En fait, tout est revenu sur un côté hyper pratique. Et c'est là aussi où c'est hyper rigolo parce que j'ai fait partie de communauté TDAH internationale. Et en gros, tu te rends compte qu'on a eu les mêmes choses. On a parlé de la dragonne la dernière fois sur les clés. Donc, c'est l'espèce de lanière qu'on va mettre sur les clés qui permet d'avoir les passes, les cartes, enfin plein de choses. C'est ça. Et bah, tu regardes, toi, moi, on ne s'était pas concertés. On a mis une dragonne. Moi, elle est orange. Toi, elle était rouge. Je crois que tu es passé au noir. En fait, on a instinctivement mis des choses en place parce qu'on savait que les clés, c'était une zone de punaise. Elles sont où mes clés? tu vois? Et donc, en gros, par exemple, j'ai cherché, en fait, pour mon appartement, pour ne pas laisser traîner des choses. Parce que j'avais la chance d'être sociable, en fait. Et du coup, comme j'ai toujours des gens à la maison, mon appart, il paraissait pas du tout dérangé. Tu te rappelles, quand tu venais, je te disais, faut que je change ça, et tu me disais, c'est pas spécialement dérangé. Mais en fait, non. Mais en gros, tu vois, par exemple, toutes mes fringues, je les ai classées par couleur, en me disant, ça vient chercher mon système de récompense, je mets le rouge avec le rouge. En fait, ça m'aide, en fait, à ranger. Et donc, j'ai réfléchi à tout mon appart, fonction de mon TDAH, mais j'ai réfléchi à mon appart, à mon boulot, à mon orga, à tous ces outils fidget, parce que tu vois, là, on en a plein. Pendant des années, j'en avais pas. Et pourtant, tu vois, j'ai toujours quand même bidouillé des choses, mais j'ai accepté d'avoir besoin de tripoter des trucs pour arriver à te concentrer. Pour arriver à me concentrer. Et vraiment, j'ai repensé en fait toute ma vie en me disant où est-ce que le TDAH vient jouer et comment je vais le compenser sans que ça devienne une zone de douleur, mais plutôt une zone de plaisir, en fait. Ok. Bah justement, pour hacker finalement son cerveau, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Tu viens de parler de trier par exemple son armoire par couleur, de savoir que voilà, on a tant de rouge, tant de noir, etc. et de venir ajuster. Ouais. Je sais que moi, ce que j'ai fait, c'est d'imprimer des tenues autour de mon placard. Et donc, j'ai des tenues phares. Et donc, je choisis ma tenue et je vais chercher dans mon placard les vêtements qui correspondent à ça pour pas être pétrifiée devant mon placard à ne pas savoir quoi choisir. Il y a plein d'autres choses dans le livre dont tu parles, dans les astuces pour hacker ce TDAH. Lesquelles tu peux nous en partager? Et tu vois, en fait, ta tenue, c'est ça aussi qui est hyper marrant. C'est que, en fait, tu es inhibé face à un choix de tenue. Oui. Et en plus, comme tu as un TDAH et comme tu as de l'impulsivité, tu vas pouvoir changer 10 fois de tenue, en fait. Et donc, c'est pour ça, en fait, les gens on se rend pas compte de là où ça va jouer dans notre quotidien, mais ça va jouer sur des trucs comme ça. Donc, effectivement, pour moi, la couleur, tu vois, j'ai mis de la couleur partout pour que ça me fasse plaisir. J'ai changé tous mes classeurs de comptabilité pour les papiers en me disant, j'ai des pochettes de couleurs dans des trucs de couleurs, mais tout ça, ça a mis, je crois que j'ai mis 2 ans à ranger mon appart, en fait. Et encore, il y a des bouts qui sont pas complètement rangés. En fait, j'ai cherché partout où est-ce que j'allais faire des choses qui vont me faire plaisir. Mais ce qui me fait plaisir à moi, c'est pas forcément ce qui va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Après, j'ai mis des outils de hack, par exemple professionnels. Il y a des choses qui marchent très bien, ce qui s'appelle le body doubling. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une dirigeante de boîte récemment, où elle me disait, c'est marrant, j'ai toujours rangé mon bureau quand j'avais mes calls. Parce que donc les appels téléphoniques, les réunions... Ou quelqu'un à côté de toi. Ouais. C'est-à-dire que tu as un levier motivationnel d'avoir quelqu'un à côté de toi qui fait peut-être pas du tout la même chose. Ça marche moins avec le couple parce que parfois, t'es arrivé dans des zones de douleur. Genre, mais range ton truc ou à l'inverse, en fait. Peu importe. Mais tu vois, d'avoir quelqu'un qui est juste à côté en train de prendre le thé. Mais moi, j'ai mes copines, elles sont venues juste discuter. Et à un moment donné, je fais un coucou à Loïc, passé 8 heures au téléphone avec Loïc, un dimanche. Parce que je rangeais mon appart, en fait. Et parce qu'il fallait que je hack mon cerveau, on en parlait, parce que le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler, bah je suis dans un automatisme pour m'aider à ranger, parce que si je me dis que je suis juste en train de ranger mon appartement, ça va pas m'aller. Donc, je vais avoir... Tu vois, donc ça, c'est ce qu'on appelle le body doubling, qui peut être aussi hyper efficace quand tu travailles, dès lors où t'as pas quelqu'un avec qui tu vas papoter. Toi, moi, on nous met dans une pièce... Ah non, on ne fait rien. Qu'on rajoute Zach et Estelle, t'es certain qu'on va pas dormir. En fait, tu vois, on va papoter... on va pouvoir faire des trucs créatifs, mais très vite, il nous faut des gens...
voilà, il nous faut des gens qui soient pas dans l'hyper-créativité parce que, tu vois, ou alors qui soient en train de prendre un thé. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le body doubling qui peut être très efficace. Je me suis mise en place des méthodes de travail qui vont s'appeler par exemple la méthode Pomodoro, quelque chose d'hyper efficace, très connu de la commu TDAH en fait. Ça va être le fait tu bosses par plage de 25 minutes. De façon ultra focus, pas de téléphone, tu te fais un objectif, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 30 minutes de pause. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça ne nous correspond pas du tout. Pas du tout. Mais alors, moi, ça me donne envie de fuir. Pareil, parce que ça te coupe alors que tu détestes être coupé, ça te fait faire une pause. C'est l'antinomie de ce qu'on aime, pourtant c'est efficace, tu vois. Mais c'est se faire tellement violence de le faire que tu as des périodes où je le fais et d'autres où je le fais pas, tu vois. La notion de prioriser les choses, parce que moi, dans mon regard, généralement, la priorité, c'est généralement quand même foutument ce qui m'intéresse le moins, tu vois. Mais je sais que cette priorité, elle va tourner en tâche de fond en permanence parce que je vais jamais l'oublier. C'est-à-dire que je vais pouvoir reculer des trucs pendant 2 semaines, 3 semaines, mais ils tournent en tâche de fond, tu vois. Et donc, en gros, c'est beaucoup plus facile de le poser, en fait, sur papier. Toi, t'en parlais des listes. Les to-do list, ces fameuses listes qu'on fait, et on fait des listes de listes. Ouais, et moi, la to-do list, c'était une zone d'angoisse pour moi parce que je savais très bien que je faisais jamais ma to-do list parce que je partais dans le décor. En fait, tout le temps, je fais une to-do list, c'est l'important, mais je fais pas l'important. Tu vois, je vais faire tout un tas d'autres choses, c'est pas l'important. Donc en fait, il faut trouver en fait la notion de priorité sur bien se connaître, tu vois, d'avoir ce que je te disais, d'avoir monitoré tout le temps que me prennent les choses, en fait, ça m'a permis de créer des plages et de me dire à quel moment je suis le plus efficace. Donc là, par exemple, c'est aussi phasique, c'est ça le problème, c'est qu'on est phasique. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est peut-être plus valable demain. Mais par exemple, j'ai compris que moi, je travaille très bien le matin. Pourtant, je ne suis pas du matin, comme je suis une couche tard. Voilà, il y a toujours l'ambiguïté de ça. Je vais travailler, tu vois, de 8h à 10h. Je sais que je suis hyper efficace à ce moment-là. C'est nouveau, ce truc-là. Mais je vais vachement m'optimiser, en fait. Mon enjeu, c'est toujours l'optimisation permanente parce que ça ne sert à rien que je m'auto-flagelle parce que je sais que mon cerveau sera toujours comme ça. C'est que je peux faire une liste. Donc, il y a ce qui marche, ce qu'on appelle la méthode Eisenhower. Qu'est-ce qui est urgent et important, en gros. Et nous, l'enjeu, c'est de se dire, il faut qu'on fasse l'urgent et l'important. Et le problème, c'est que comme alors, moi, ce qui marche très bien, c'est... Il y a 3 choses qui fonctionnent. C'est l'urgence. Je me crée une urgence artificielle. Donc, je dois faire ça parce que je vois Marie. Donc, avant de voir Marie, je dois me faire ça. Tu vois, ça me crée une urgence artificielle. Ou alors d'accepter que de toute façon, je bosserai mieux au pied du mur. C'est mieux qu'on voit le mur. Il y a le fait de créer une exploration. Donc, je vais m'amuser en faisant le truc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis de la couleur. Je me suis j'ai une passion Vinted à un moment donné, qui est pourtant quelque chose d'anti-TDAH, Vinted. Il faut imprimer le truc, anticiper, envoyer dans les temps. Mais j'ai créé des zones d'amusement. Il y a une récompense aussi. Il y a la récompense en fait. Mais tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant parce que moi, par exemple, j'ai jamais eu la notion d'être contente d'aller chez le médecin parce que le médecin, pour moi, tu dois prendre rendez-vous, c'est à long terme, il n'y a pas de système de récompense. J'en parlais avec une pote qui a aussi un TDAH, pour elle, c'est un système de récompense d'être allé chez le médecin, tu vois. Donc en gros, c'est aussi chercher là où on va avoir une sorte d'amusement. Moi, j'ai vraiment mis un peu l'amusement au cœur de ma vie. Pourtant, quand tu fais de la compta, t'es vraiment pas sur un truc rigolo, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le truc antinomique. Tu vois, j'ai mis de la couleur. J'ai cherché, en fait, dans tous les pans de ma vie, à comment je m'optimise en me disant, il faut que j'arrête de mettre dans des zones de douleur, mais je suis encore... je connais mon TDAH, j'ai mis en place plein de stratégies. Régulièrement, je prends un billet de train la veille au soir. Tu vois, mais je me vois faire, mais je me fouette plus, en fait, de le faire. Je me dis, j'assume la conséquence et tant que c'est OK, c'est déjà pas mal. Il y a aussi la règle des fameuses 2 minutes. Oui, alors après, moi, elle me correspond. Je trouve qu'elle est assez intéressante pour nous. Si ça me prend moins de 2 minutes, je le fais sur le coup. Alors, tu peux dire que ça vient t'interrompre, mais en même temps, ça t'évite tellement de charge mentale demain que c'est hyper important. Après, il y a plein de choses. C'est-à-dire que moi, mes emails, aucune notification. C'est pas une zone de douleur pour moi parce que j'ai pas de notification. Mes emails, c'est 2 fois par jour. Parce que sinon, tu peux très vite devenir addict aux emails. Ton système de récompense, ça va être de répondre immédiatement aux emails. Donc, mes emails, je les revois 2 fois par jour. Et en fait, c'est aussi ça, parce que ça vient aussi chercher notre rapport au temps qui fait que mon temps n'est pas celui de l'autre. Oui, c'est un symptôme aussi dans le TDAH. On se rend compte que ce temps qui est à peu près le même pour toutes les personnes lambda est plutôt classique, mais chez le TDAH, la notion de temps, on dirait que c'est un truc élastique, qu'on est capable de faire rentrer tout dedans. On pense qu'on va pouvoir aller chercher les enfants, faire les courses et passer dire bonjour à mamie et aussi aller voir le coucher de soleil. Et on se rend compte sur le moment...
Après, quand on Ça est au rentre pied du pas. mur, que ça ne rentre pas. Ça rentre pas. Donc c'est vrai que tu vas monitorer le temps. Par exemple, C'est-à-dire se chronométrer. j'ai tout chronométré. C'est-à-dire Toute une journée, tu te chronomètres mais je pour l'ai fait voir. pendant 3 semaines. Ok. C'est-à-dire en me disant combien. Pour moi, écrire un post Instagram, ça me prend pas de temps. Mais en vrai de vrai, ça me prend 1 heure. Tu vois, parce que comme tu es dans une zone de plaisir, tu n'as pas monitoré. Je sais exactement combien de temps me prend de prendre une douche, tu vois, d'avoir une phase maquillage. Comme je donne des conférences, tu vois, j'ai une sorte de rétro-planning aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je parte 2 heures. 2 heures. J'ai vraiment monitoré ma vie à 360. Après, tu as des hacks partout parce que l'impulsivité, ça fait que la bouffe, c'est un énorme problème. Soit que tu oublies de manger, soit que tu hyper manges. En fait, tu as des liens. C'est pour ça que c'est ça le problème du TDAH, c'est qu'on peut avoir le même truc, mais alors ça s'exprime pas du tout de la même façon. Tu vois, toi, je sais que de temps en temps... Moi, j'oublie de manger. Donc, j'ai mis des rappels sur mon téléphone. Pense à manger. Donc, j'ai une alarme tous les jours qui me rappelle de manger. Ça. Exactement. Et de fait, du coup, quand je te dis, en fait, il y a même une taxe TDAH, c'est-à-dire que tout ce que tu ne t'es pas fait rembourser, les produits périmés. Les produits, parce que comme tu as de l'impulsivité, au lieu de faire le truc que tu vas anticiper, et derrière tu vas te dire non, je veux pas manger ça, tu vas pas y penser, tu vas te dire que cuisiner, si t'es pas dans une passion cuisine, parce que c'est aussi ça, c'est que tu peux alterner le fait de faire plein de cuisine et après de manger mono machin, parce que ça t'enlève une charge mentale. Moi, à un moment donné, je mange phasiquement la même chose tous les midis. Genre, ça peut pas dire... Une pote me faisait la remarque hier soir. Elle me disait, je me rappelle quand on était au boulot, tu mangeais des boîtes d'aubergines. J'ai eu ma période boîte d'aubergines. Et puis, je peux manger de façon monomaniaque la même chose, tu vois, tous les midis. Ou alors, être dans une période de cuisine. Mais le problème, c'est que la cuisine, anticipation, avoir les bons ingrédients, machin. Regarde, hier, je me suis brûlée parce que j'ai fait autre chose en même temps. Mais et du coup, les hacks, ils sont partout. J'ai un minuteur. Mes parents ont un minuteur. Je me dis, il faut absolument que j'en parle. Tu sais, qui se clip sur toi, où tu mets le temps. Parce que tu fais trop cuire, tu pars faire autre chose. Ça prend feu. Moi, je suis spécialiste de mettre le feu aux cuisines et j'ai arrêté de cuisiner. Voilà. Et du coup, avec un minuteur que tu balades sur toi, parce que le minuteur, si tu le mets dans la cuisine, mais que tu as lâché ton portable, tu as un minuteur qui se clip. Et en fait, c'est ça qui est absolument vertigineux, c'est que quand tu te lances dans le TDAH, tu as plein de tout petits hacks dont tu t'es pas forcément rendu compte, mais qui sont des outils facilitants, parce que, comme tu dis, dans une vie de famille, de couple, ou peu importe, ça peut devenir très vite handicapant, très vite culpabilisant. Du coup, tu peux aller sur du batch cooking, mais ça s'oppose un peu à ta personnalité quand même, parce que toi, tu es impulsif. Parce que moi, j'ai pu cuisiner en batch cooking et ne pas manger ce que j'avais cuisiné parce que ça m'intéressait pas. Tu vois, à quel moment... Et c'est ça qui est absolument phénoménal, c'est que comme tu es profondément phasique en fonction de tes obsessions du moment, ça va poser des problèmes d'hyperphagie, de pas manger. Les conséquences, elles sont un peu extrêmes comme ça. Et tout ça, c'est un rapport au temps finalement quand tu regardes. C'est-à-dire que tu n'es pas capable d'anticiper que tu vas avoir, si tu n'as pas mesuré, tu vas avoir une demi-heure de cuisine. C'est pour ça que généralement, quand ton mec, ta nana aime bien cuisiner, finalement... vous cuisinez ensemble, etc., etc. Moi, c'est certain que quand j'étais en coloc avec mon mec, c'était un moment... c'était plus de la cuisine. C'était un moment on papote ensemble, en fait. Donc, c'est ça aussi qui fait que tu vas hacker, en fait, en permanence parce que tu as un rapport au temps complètement distordu. Il y avait aussi la notion d'hygiène dont on ne parle pas beaucoup. Ouais. Et je pense que tu as été la seule que j'ai pu entendre en parler. En fait, c'est quelque chose... En fait... À part d'être très coquette, adorer ça, donc ça c'est une partie de la population, 90% des TDAH, ça va aller les faire chier d'aller prendre une douche le matin. C'est-à-dire que tout ça, ça va rentrer dans des routines qu'on va avoir structurées. Alors moi, plus ou moins, j'adore la douche. Tu vois, pour moi, le soir, c'est vraiment le plaisir d'enlever le truc. Mais une journée où je suis hyper focus, mais la douche, elle passe. Tu vois, c'est le social qui vient le compenser, mais c'est pas du tout quelque chose de naturel parce que j'ai pas assez de stimulation intellectuelle. Sauf si je me dis, je vais dans ma douche en train de réfléchir à mon nouveau bouquin, où tout d'un coup, je retrouve une zone, tu vois, une zone d'excitation un peu là-dessus. Les médocs, le fait de prendre un médoc, c'est pour ça qu'on a donné plein de symptômes au fil. T'as ton médoc, donc je parle par exemple du médoc du TDAH, mais ça peut être des vitamines ou peu importe ce que tu dois prendre. Je me retrouvais devant mon truc. Est-ce que je l'ai pris ? Parce que t'es inattentif, donc l'inattention, ça fait que t'as parlé avec quelqu'un en même temps. Et là, tu te retrouves... Les quantités, j'ai fait un gâteau la semaine dernière.
impossible de me dire, est-ce que j'ai déjà mis le truc ? Tu vois ce que j'ai ? Et l'inattention, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je t'explique que ça va avoir une interférence dans ta vie quotidienne et qu'on n'est pas juste dans j'ai du mal à me concentrer, en fait. Si, oui, on a du mal à se concentrer, mais derrière, après, si je suis en mode hyper focus parce que mon obsession du moment, c'est de faire le nouveau gâteau, là, il n'y aura pas de problème parce que je serai hyper focus sur la même activité. Et c'est ça tout le paradoxe en fait du TDAH, c'est que derrière, on va devoir mettre tout un tas d'outils pour aller compenser parce que on ne sait pas. Moi, je le dis très très clairement. Le matin, je lance une roulette. J'ai l'impression que je suis sur une roue. Soit je vais être à donf, soit rien. Mais quand je te dis rien, c'est aussi ça dont je parle dans le bouquin. Genre le néant, c'est-à-dire que me lever de mon lit. Si t'as pas d'interférence sociale, donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, généralement, le TDAH se voit plus quand tu changes un paramètre dans ta vie. Quand tu divorces parce que t'es maman, parce que tout d'un coup, t'as du temps tout seul, tu vois, quand t'as une interférence, quoi. Et du coup, j'ai oublié le début de ma phrase. Voilà. C'est TDAH, ça. Tu lances la roue le matin, tu sais pas ce qui t'attend et ce que va te faire le cerveau, en fait. Enfin, comment va réagir ce cerveau. Et voilà, donc soit je vais être une journée à fond où je vais abattre une quantité de travail, mais astronomique, soit va y avoir du vide, mais du vide ça va être une zone de douleur d'aller jusque dans ma cuisine. Tu connais mon appart, il fait pas 80 000 mètres carrés, tu vois, la cuisine, elle est pas très... Mais ça va être une zone de douleur d'aller jusqu'à la cuisine et prendre ma douche. C'est-à-dire que aller faire à manger, machin, ça ne va suffisamment pas m'intéresser pour que je bouge, en fait. Donc, si tu n'as pas de contraintes sociales, la douche, je la prends à 18h avant de sortir, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'en fait, cette notion d'hygiène, de mettre des produits de soin, c'est-à-dire que des produits de beauté, de machin, sauf si effectivement tu es dans ta composante de caractère où tu adores ça parce que tu fais des tutos make-up, et puis à un moment donné, je pense que tu as eu ta période tuto make-up. Voilà, et c'est passé quoi. Voilà, mais du coup, et tu as eu une obsession, donc là tu faisais les trucs, et puis au bout d'un moment, plus rien, toutes les crèmes, je peux parler de la cuisine qui se périme, mais c'était la même chose sur les produits de santé. Sur les crèmes, les machins, etc. Parce que tu as une sorte d'obsession phasique. Et puis après, du coup, tu reportes tes rendez-vous médicaux. Tu vois, c'est pas... la régularité ne te procure zéro plaisir, en fait. Comment on fait, finalement, pour ces choses du quotidien qu'il faut faire, qui sont importantes, l'hygiène, le brossage des dents, la douche, le ménage ? Moi, j'ai des hacks partout. Mais j'ai des hacks que j'avais mis bien en avant d'avoir le TDAH. C'est-à-dire que la musique, je ne vais pas prendre une douche, je vais écouter Harry Styles. Mais donc vraiment, tu mets de la musique pour ta douche. Toute douche. Et du coup, ça te motive à aller prendre ta douche. Ça me motive. Et le problème là-dedans, c'est que la musique, elle est monomaniaque. C'est-à-dire, j'ai eu ma période de Despacito en boucle, mais ça rend les gens avec qui tu vis dingues. Parce que t'as cette chanson, j'ai eu une période Claude François dans la douche. Et en plus, tu vois, j'ai des enceintes. En fait, tu vois, tout mon rapport au réel est monitoré par des choses. J'ai des enceintes, tu sais, les trucs Bose, là, qui m'a installé dans l'appartement où toute la musique se met en marche, parce que ça me crée une zone de dopamine. Aller prendre la douche, c'est rigolo, en fait. Sinon, aller prendre la douche, c'est punaise, je suis en train de faire quelque chose, ça me saoule d'aller prendre la douche, en fait. Donc, soit tu vas avoir mis une rigueur dès le saut du lit, tu passes dans la douche... Parce que, et puis, t'alternes les périodes de toute façon, tu vois. Et puis, alors, c'est différent aussi en été ou en hiver, ça dépend de ton contexte social. Moi, l'avantage étant que je suis quelqu'un de social, toujours eu des gens, je vois du monde, t'as le social qui prend le dessus. Et t'es obligé de prendre ta douche, de brosser les dents. Le brossage de dents, moi je sais que t'as une salle de bain qui est spéciale brossage de dents parce qu'il y a les toilettes, la douche, il y a tout au même endroit. C'est ça aussi. C'est qu'en fait, tu vas minimiser aussi comme t'avais minimisé tes fringues. En fait, moi, à un moment donné, ma salle de douche, mais j'avais tellement de produits, tu sais. Puis en plus, forcément, moi, on m'en offre pour les tester, etc. Que en vrai, la douche il y avait tellement de trucs de fonction exécutive là-dedans, de prendre la douche. En fait, il faut que tout soit simple, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu te crées des contraintes dans des trucs que déjà t'aimes pas faire, en fait, il faut que tout soit le plus simple possible pour t'enlever toutes ces zones de douleur, comme t'as fait avec les fringues, comme j'ai fait avec la compta, tu vois, j'ai réorganisé absolument tous mes placards parce que tu mets un truc dans une boîte, dans un placard, les conseils, les tutos rangement, elles le disent beaucoup, mais t'es certain que ça périme chez moi. C'est-à-dire que, parce que je vais racheter, plutôt que de me dire, tiens, je vais aller vérifier, parce que je vais me retrouver au supermarché et me dire, tiens, est-ce que j'en ai ? Je vais racheter. À un moment donné, je me suis retrouvée avec, je sais pas, 5-6 fois le même produit pour nettoyer la douche. Parce qu'au lieu de me dire, tu sais, de faire une liste,
le truc, j'y vais à l'impulsivité en me disant j'y vais. Et c'est vrai que, en plus, moi je vis entre Paris et la Normandie, donc avec deux sortes de cultures complètement différentes. Mais j'ai vécu à New York, à Barcelone, mais je vais faire mes courses à 23h30. Parce que tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais aller faire mes courses. Donc, tu imagines bien que je n'ai pas anticipé la course le samedi. Et c'est ça aussi où finalement, l'entourage, souvent, tu as délégué dans des routines à l'autre le fait d'aller faire les courses tous les samedis. Et c'est pour ça que je dis souvent, le TDAH, on s'en rend vraiment compte le jour où on change quelque chose et on est un peu soumis à nous-mêmes, où là, ça va s'explorer. Mais en gros, c'est vrai qu'en fait, la composante de qui on est, ça va venir pallier à ces soucis. Quand je suis en Normandie, à écrire, la douche est une forte contrainte parce que il faut que j'y aille, donc il faut que je trouve un enjeu pour y aller parce que généralement je préfère écrire, faire quelque chose de stimulant qu'aller prendre une douche. Mais c'est pas la même chose l'été ou l'hiver, tu vois. Donc c'est aussi ça. Mais par exemple, les produits de beauté, j'ai installé une tête de lit en fait chez moi, qui est une tête de lit, tu sais, où il y a, comment ça s'appelle, toi tu la connais, mais où je peux mettre des boîtes dedans. Et dans les boîtes, j'ai de la crème hydratante. Pour me dire si je suis pas, tu vois, si j'ai eu la flemme après me laver les dents de mettre la crème hydratante, je peux l'attraper. Tu vois, je l'ai fait. Donc avoir même presque peut-être la brosse à dents. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai une brosse à dents qui est sur ma table de chevet pour les soirs où j'ai la flemme. Si jamais, voilà, c'est ça. Je me brosse au moins les dents dans la portière de la voiture, dans le sac à main, c'est ça. Pour hacker finalement. C'est ça. Et pallier à tout ça. C'est ça. Et en fait, après, il y a un énorme tabou sur l'hygiène en France, etc. Mais 90% des gens sont aussi comme ça. C'est juste qu'on n'ose pas le dire. Mais c'est vrai que quand tu as un TDAH, ça se révèle d'autant plus que clairement... Après, moi, étant hypersensible, c'est aussi... comment ça s'appelle ? Enfin, hypersensible, peu importe, étant globalement sensible et donnant des conférences, quand je rentre de conférence, aller prendre une douche, c'est un outil pour me vider de l'énergie que j'ai encaissée pour me permettre de redescendre. Donc forcément, tu vois, tu as une autre visualisation des choses, en fait. Et du coup, moi, dans mon quotidien, j'ai transformé la visualisation des choses que j'ai pour en faire quelque chose d'autre. Tu vois, la douche, c'est je vais écouter Harry Styles. Et je mets Harry Styles et où, enfin, je veux dire, à un moment donné... on m'a dit que ma playlist, c'était Claude François sur Deezer, tu vois. Mon récap de l'année, j'étais pas très fière, quoi. Donc, si je résume, on va analyser si on a un TDAH, on va analyser notre quotidien, venir chronométrer un petit peu tout pour connaître bien son temps. On va également venir voir là où il n'y a pas de fun. Le ménage, on peut y rajouter du fun. Le brossage de dents aussi, on peut prendre un dentifrice hyper sympa, etc. On rajoute du fun. On vient se créer des petites routines aussi. Et puis, on aménage finalement au travail comme à la maison son environnement. Et surtout, je pense que c'est hyper important parce que moi, je sais que c'est ce que j'ai beaucoup voulu dire dans le livre, c'est que tout ça, moi, ça m'a pris 3 ans. Donc, c'est-à-dire pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain, ce qui est antinomique avec notre personnalité, parce que nous, on a envie que ce soit fini avant même d'avoir commencé, parce qu'on a envie d'avoir la récompense immédiate. À un moment donné, chez moi, à Paris, j'avais 800 bouquins. Tu vois, et je me suis dit, à un moment donné, il faut que je range mes bouquins. Et donc, tu as des jours un peu sans, un peu... voilà, donc j'en ai vendu. Je me suis aussi beaucoup délestée. C'est-à-dire que souvent... on est quand même assez nombreux en ayant un TDAH à avoir de l'impulsivité, donc à avoir acheté un paquet de trucs. Et ouais. Et tu vois, je me suis beaucoup vidée dans le sens j'ai vendu, j'ai donné, etc. pour revenir à une essence de me dire en fait tout ça, ça interfère, mais tout ça, c'est un taf monstrueux. Surtout quand tu l'as finalement jamais vraiment fait. Tu vois, parce que t'es dans les placards, ça se voyait pas que c'était dérangé, mais j'avais accumulé en me disant mais ça va me servir un jour, c'est ma nouvelle passion. Et en fait, tu vois, de revoir tout ça et de se dire, de se féliciter, même si j'avais rangé un bouquin, même d'avoir fait un truc dans la journée, moi, quand j'ai revu mon organisation, parce que c'est vraiment une part fondamentale de l'acculturation, en fait, de vivre avec... Culturation. De t'acculturer à ton TDAH, tu vois, de vivre avec, en fait, et de te dire que de toute façon, il sera toujours là. C'est-à-dire que si tu ne... même quand tu prends un médoc, il est quand même là. Voilà, mais pour qu'il s'exprime un petit peu moins, d'utiliser ton espace. Et ça va prendre un temps de
clairement pour moi de ma boule en fait. Et donc de se féliciter des petits pas, et moi je notais en fait. Je me disais j'ai fait ça, mais sur un plan qui était tellement important, j'allais noter mais des trucs débiles. Genre j'ai rangé 3 livres, j'ai rangé une étagère, parce que dans ta tête en plus comme tu as un biais d'optimisme souvent, tu te dis que ça va être fait en 2-2. Dans ta tête, ça va être faire de 2. Tu parles. En fait, c'est jamais faire de 2 et j'ai encore des trucs qui sont là. Et tu vois, tu as fait un post récemment sur le ménage. On a tous une stratégie. Mais pour certains, le ménage, ça va être une zone de décompensation. Ils vont adorer faire ça. C'est pas très courant chez les TDAH quand même. Mais, ou alors parce que tu vas faire des tutos ménage, en fait. Oui. Limite, moi, tu me donnes des tutos à faire. Je pense que je trouve plaisir à tout faire. Donc, il y a moyen de hacker le système, le cerveau, mais ça prend du temps. Donc, soyez indulgents avec vous. Ça prend du temps. Dans ton livre, tu donnes quand même beaucoup de petites astuces qui peuvent en déclencher d'autres, etc. C'est très personnel aussi, quoi. Et c'est surtout... en fait, on ne va pas pouvoir transposer ta stratégie à la mienne. On en a plein qui sont quand même communes. Tu vois, je te parle de la dragonne, on ne s'était pas mis d'accord. Ce que tu as fait la dernière fois sur tes icônes que tu as mis par couleur. Je range mon téléphone. Les applications dans mon téléphone sont rangées par couleur pour les retrouver très facilement. Voilà. Et là, pour moi, ça a été un effet waouh. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. Et donc souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en interagissant avec d'autres personnes qui sont aussi concernées que tu vas avancer en te disant, bah ça va me correspondre et ou ça va pas me correspondre. Moi, clairement, avoir une vie monitorée comme certains copains où mon téléphone me dit, va à gauche, va à droite, etc., je pourrais pas, en fait. Tu vois, me dire qu'ils font des messages automatiques où ils se font des plages de travail, c'est une solution, c'est pas la mienne. Donc c'est pour ça que moi, dans le bouquin, ce que j'ai voulu dire aussi, et c'est aussi en se disant, soyons un peu plus indulgents avec nous-mêmes. Ça nous fait qu'on a un rapport au monde qui est différent, mais souvent, il y a beaucoup de... Et ça aussi, c'est quelque chose que je veux absolument changer en France. Il y a beaucoup de TDAH qu'on voit dans la douleur aujourd'hui. C'est-à-dire que, en gros, le TDAH, c'est difficile et c'est vrai que c'est chiant. Vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose à dire. Moi, j'en parle, toi aussi, avec plutôt de la légèreté, mais clairement, au quotidien, quand tu as pris ton train à l'envers, quand ça te met dans des zones de douleur, de panique, quand tu oublies la clé dans un taxi, alors qu'on a... Tu vois, ce que je veux dire, c'est... Mais tu vois, c'est... En gros, ça va vraiment nous handicaper dans notre quotidien, et ça, c'est quelque chose de vraiment très réel. Par contre, c'est pas ça qui fait qu'on est... Voilà, que ça doit nous faire plonger dans une sorte de défaitisme, de pessimisme. Moi, mes potes TDAH, honnêtement, c'est des gens rigolos. C'est des gens, t'es sûr d'avoir des trucs à te raconter parce qu'ils auront une nouvelle passion pour... regarde le nombre de widgets, tu sais, ils auront une nouvelle passion. Pour moi, ça fait une composition de caractère que je trouve passionnante. Et ce qu'on voit comme... Et c'est toute la problématique de quelqu'un m'a dit, on va peut-être clôturer là parce que sinon je répondais ça, qui m'a dit, faut faire gaffe entre sensibiliser en fait aux choses et stigmatiser. Oui. Parce que c'est vrai qu'à raconter ce que c'est que le TDAH, en plus moi je fais des confs en entreprise sur ça, tu vois, et du coup je me dis en fait ça peut faire peur à d'autres gens, mais en même temps ça fait une composition de caractère. C'est des gens qui ont effectivement leur phase, mais qui sont généralement hyper proactifs, qui adorent partir de la feuille blanche parce que tu as une zone de stimulation, mais qui vont peut-être reléguer la feuille blanche pendant des semaines. Par contre, le jour où ils sont, tu sais, c'est en diesel, quoi. Le jour où ils y sont, qui vont pas avoir peur du changement parce qu'ils sont tellement toujours dans l'urgence, qu'ils paniquent pas du tout dans le changement. C'est leur vie, en fait, tu vois, ce changement. Donc, en fait, ça fait une composante de caractère qui est vachement intéressante pour la société, en fait, même si elle est moins normée pour le monde du travail. Et c'est aussi ça, on va pas aller valoriser le TDAH en disant c'est génial, etc. Par contre, à partir du moment où on se dit que oui, ça vient avec tout un tas de trucs franchement pénibles, relous au quotidien, tu vois, punaise, j'ai oublié mon téléphone, tu vois. Et c'est pas j'ai oublié mon téléphone une fois, c'est j'oublie un jour sur 3, tu vois. Ça ne changera pas, en fait. Sauf si je me mets mes hacks, etc., mon téléphone, mes clés sur la porte, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Mais derrière, ça fait des composantes de caractère qui sont aussi hyper fantasques, hyper intéressantes. Tu vas jamais t'ennuyer, je pense, avec quelqu'un qui a un TDAH. Non, très créatif. Il te plantera peut-être au dernier moment, il arrivera en retard, il ira pas au bon lieu, il aura oublié des trucs.
Mais en même temps, voilà, ça, en fait, c'est compensé par autre chose. Donc, je ne veux pas glamouriser le TDAH, surtout pour les parents qui souffrent aujourd'hui parce que leur enfant, en fait, est encore en cours de diagnostic, n'a pas encore les aménagements. Mais moi, enfin, ce qui m'a fait vraiment écrire un livre, c'est que je donnais une conférence et il y a une dame qui me dit, à qui je racontais très ouvertement que j'avais un TDAH à l'époque, avant le bouquin. Et je racontais, même si j'en parlais pas sur les réseaux, et une maman me dit, je voudrais que tu écrives ce bouquin pour donner de l'espoir à mon fils parce qu'il pense que sa vie va être ratée. Et là, je me suis dit, mais à quel moment on fait une corrélation entre le TDAH, et c'est probablement parce que les personnes concernées par un TDAH, quand tu es entrepreneur, tu vas pas en parler parce que tu as peur pour tes investisseurs. Quand tu es artiste, ça devient ta nouvelle cause, tu as peur d'avoir une étiquette. Toi, moi, on en a parlé, mais on s'est quand même posé la question de est-ce qu'on va nous classer là-dedans, etc. Et c'est pas facile de venir en parler, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas du tout un effet de mode. Comparé au nombre de gens qui ont un TDAH dans les grosses boîtes, qui ont réussi, les entrepreneurs, tu as un paquet d'entrepreneurs qui ont un TDAH parce que tu as le goût du risque, de l'impulsivité, de partir de la feuille blanche. Voilà. Après, il faut avoir à côté de nous des gens plus régulés, plus normés, voilà, dans nos compagnons, dans notre couple, etc. Mais derrière, après, c'est une capacité d'entendre que l'autre va être complémentaire de nous et de ne pas nous auto-flageller en nous disant qu'un TDAH, c'est pénible. Oui, on a des goodies, mais derrière, on a aussi appris à compenser. Donc, ça fait des personnalités vachement résilientes dans le monde du travail. C'est vraiment... Enfin, voilà, faut qu'il soit à la bonne place. C'est juste ça. Si tu donnes un tableur Excel à faire à longueur de journée, je pense que ça va être compliqué. Merci Avec infiniment, plaisir. Catherine, pour tout ce que tu nous as partagé, cet optimisme, voilà, tu t'es venue englober le TDAH. Donc merci infiniment. Avec plaisir. Mage Podcast, mise à jour.